Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, c'est Late et Smart avec mes deux invités durant une heure. On va tenter de mieux comprendre l'actualité du moment. Alors c'était quoi l'actualité du jour? D'abord évidemment le plus important c'était la liste de Didier Deschamps pour l'Euro de foot dans un mois avec toute la journée. Voilà, les commentaires sur l'hypothétique durant la journée. Retour de Karim Benzema parmi les Bleus. Ça c'était le sujet principal de la journée. Voilà, bizarrement sur Bismart et dans l'été Smart, on a choisi de faire un choix éditorial fort. On n'en parlera pas ce soir. Deuxième information, évidemment, la veille de la libération, la veille du déconfinement, la veille de ce fameux 19 mai avec la réouverture, si symbolique soit-elle, des terrasses de cafés et de restaurants, certes avec une jauge, mais bon, c'est l'étape importante de ce déconfinement 2021. Du coup, on s'interrogera sur la question de savoir si c'est si ça va être pour la France, pour l'économie française, une réouverture en fanfare. Est-ce que c'est une étape symbolique, aussi fort le symbole soit-il d'un point de vue économique, ou est-ce que c'est quand même un petit peu plus que ça? Bref, on verra ce qu'en pensent mes deux invités, un entrepreneur, un économiste, avec évidemment donc des regards, des points de vue complémentaires. Et puis la troisième actualité importante, voilà, depuis hier soir, depuis ce matin, dans l'univers des médias, cette fusion annoncée entre TF1 et M6, un truc absolument inimaginable il y a quelques mois. TF1 qui se rapproche d'M6, ça va prendre 18 mois pour entrer en réalité, pour dépasser, en tout cas effacer toutes les craintes en matière de concurrence. Si l'opération se fait, alors on va s'intéresser à cette opération dans la deuxième partie de l'émission sous l'angle des questions de concurrence, pas forcément s'attarder longuement sur la question du marché de la télévision, mais précisément essayer d'aborder les questionnements qui pourront se poser, c'est ça, et surtout l'autorité de la concurrence au regard de ce mariage annoncé. Mes deux invités ce soir pour parler de tout ça, à ma droite, Jean-François Robin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'économiste de service ce soir, directeur de la recherche chez Natixis. Merci d'être avec nous. François Bergerot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'entrepreneur de service vous-même, fondateur de l'atelier des chefs, spécialiste européen des cours de cuisine. Européen. Et par ailleurs vice-président de l'association Croissance Plus. Merci à vous également d'être à mes côtés ce soir. Tout de suite, avant ces actualités majeures, une petite question apéritif. Et ici dans l'été Smart, notre Karim Benzema à nous, notre Zinedine Zidane à nous, celui qui nous fait beaucoup parler, qui nous fait commenter régulièrement ses faits et gestes, c'est Elon Musk, le patron de SpaceX, le patron de Tesla. On commente régulièrement ses annonces et notamment ses tweets. Celui-ci, aujourd'hui ou hier soir, je ne sais plus, non c'était aujourd'hui, m'a interpellé. C'était une nouvelle étape dans les bizarreries de Monsieur Musk. Regardez. Bon, c'est en anglais, mais c'est assez facilement compréhensible. Monsieur Musk s'adresse à ses fournisseurs, aux fournisseurs de son usine de Berlin, qui s'appelait Giga Berlin, la Gigafactory Tesla de Berlin, qui est en construction, qui est bien avancée, mais ça va pas assez vite, manifestement, en Allemagne, par rapport à peut-être ce qu'il a connu, soit en Amérique, soit en Chine, en termes de temps de fabrication d'une usine. Voilà, il s'adresse en public, à ces quelques millions, dizaines de millions d'abonnés sur Twitter. Il leur dit « Please, accelerate, allez plus vite les fournisseurs ». Alors, est-ce que c'est une nouvelle étape? Je m'adresse à l'entrepreneur, là, quasiment aussi important qu'Elon Musk, à l'échelle de la France, François Bergerot. On connaissait les clients qui s'adressaient aux entreprises ou aux services après-vente sur Twitter pour dire « ça va pas bien ». Maintenant, on a le patron de boîte qui s'adresse à ses fournisseurs en public sur Twitter. C'est une nouvelle étape ou c'est quelque chose d'un peu fantasque de cet entrepreneur-là? En fait, je n'arrive pas à savoir s'il s'adresse à ses fournisseurs ou à ses actionnaires. Est-ce que c'est un écran de fumée ou est-ce que effectivement, il veut mettre un peu la pression sur l'Allemagne pour faire en sorte que tout le monde s'y mette, à commencer par Angela Merkel pour dire c'est sympa, mais pas de mauvaise communication autour de notre capacité à créer des industries. Ça fait très mal pour l'Allemagne. Donc, je ne sais pas si c'est une nouvelle communication, c'est celle qu'a choisi Elon Musk, mais il fait pareil avec le Bitcoin, il fait pareil avec... je ne sais pas. Il fait les choses différemment. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de vous adresser à vos fournisseurs comme ça en public avec un petit tweet? En fait, oui, mais dans une logique de service après-vente. Mais effectivement, il faut bien reconnaître que quand un fournisseur a un peu de mal à vous fournir ce qu'il doit vous fournir,
les réseaux sociaux sont des formidables moyens pour accélérer le processus. Donc oui, j'ai déjà utilisé ce système-là. C'était pas sur Twitter, mais c'était plutôt sur LinkedIn. D'accord, oui, mais bon, c'est le même principe. Nouveau moyen de pression dans le business, Twitter. Votre regard là-dessus, Jean-François Robin? Ça marche mieux quand vous avez des millions de followers qu'avec 500, c'est sûr. Mais, quand vous il y a plus d'impact, c'est-à-dire qu'effectivement, dans un pays lointain, la France, on commente. Voilà. La pression sur les fournisseurs. Je suis assez d'accord avec l'analyse. Je pense que c'est aussi une façon de se dédouaner un petit peu de ce retard pris par sa Gigafactory, annoncé avec force tambour et trompette, nous disant vous allez voir ce que vous allez voir, je vais tout emporter. Et puis ça fait partie de sa valorisation en disant c'est lui qui va être le disrupteur, qui va emporter tout le marché. Et finalement, on voit que les concurrents, notamment allemands, sur l'électrique, ont passé la seconde. Et eux sortent des voitures chaque jour qui passe. Et lui, sa Gigafactory a un petit peu de mal à suivre. Donc il y a un petit peu ce souci-là. Et je suis tout à fait d'accord aussi qu'il y a des gros problèmes aussi administratifs pour Elon Musk en Allemagne. Et souvent, on parle des lourdeurs administratives françaises, mais de faire du business, de faire ouvrir, notamment de faire bosser ensemble les différentes couches régionales, fédérales en Allemagne, ça n'a pas l'air si simple que ça. Et donc, ça bloque quand même depuis un moment toute cette histoire. Donc, c'est un écran de fumée, mais c'est peut-être aussi un aveu d'échec pour moi, quelque part derrière. C'est que si on en est là, il y a un point d'interrogation. Hein, ça fait un peu cri du cœur ou cri de désespoir. Voilà, j'espère qu'il a d'autres moyens de faire accélérer les choses que d'en être là en disant je suis bloqué maintenant, aidez-moi, avec une espèce d'appel au secours comme ça. Voilà, en tout cas, ça interpelle sur cette façon de communiquer, mais je suis aussi d'accord avec ce qui vient d'être dit. Quand il commande ce qu'il fait avec son portefeuille de trésorerie, c'est pas étonnant qu'il commande ce qu'il fait avec son entreprise et ses fournisseurs. Oui. Sachant que les deux sont assez, effectivement, parce que son entreprise achète des bitcoins, hein, on l'a bien suivi avant que lui-même fasse s'effondrer le bitcoin, enfin s'effondrer toute proportion gardée la semaine dernière en disant que finalement, il s'est aperçu que ça polluait au sens où ça consommait beaucoup d'électricité. De toute façon, très rapidement, l'idée que le patron 2021 ou le patron 3.0, 4.0 qui se mettent en scène, qui deviennent une espèce de vedette, alors ça va dans le bon sens. Et si ça peut faire profiter le business, vous signez, vous dites oui? Alors, c'est pas 2021. Alain Flelou s'est beaucoup mis en scène. C'est vrai. Donc ça. Il n'a pas attendu Twitter. Donc ça existait avant. C'est vrai que le principe de l'entrepreneur, c'est qu'il incarne son entreprise et maintenant, il peut incarner son entreprise au quotidien dans les médias, puisque c'est les réseaux sociaux. Et effectivement, quand on est Elon Musk, finalement, je ne sais pas ce que ça représente comme audience de chaîne de télé pour aller derrière au sujet suivant, mais le nombre de followers d'Elon Musk commence à être une audience significative. S'ils deviennent tous clients de Tesla, c'est un bon Donc, en fait, c'est vrai que c'est un formidable outil de communication autour de sa marque. Et donc, pour booster son cours de bourse, je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen. Hein. Ça peut pas être casse-gueule, le cas échéant. Alors, je crois que c'est très efficace pour faire le buzz. Hein. Enfin, c'était aussi ce que faisait Trump en politique, hein, quelque part, mais c'est aussi efficace pour se casser la figure. On l'a vu justement avec Elon Musk qui s'est fait attraper par la SEC à plusieurs reprises. Ne serait-ce que ses communications sur le Bitcoin, ça peut être exactement ce qui est totalement interdit quand vous faites du trading. Hein, c'est-à-dire, il ferait la même chose sur des valeurs cotées, il serait en prison. Il aurait été viré de n'importe quelle salle de marché au monde. Donc voilà, il y a aussi ce côté un petit peu borderline. Voilà, il teste les choses. Hein. Vu fumer un pétard en live, c'est quelqu'un, je pense, qui maîtrise très très bien la communication, mais évidemment très edgy, ça c'est côté un petit peu plus dangereux. Allez, on revient en France avec notre premier gros sujet autour de hashtag 19 mai. Le 19 mai, donc, c'est dans quelques heures, H-8, H-9 pour les premiers cafés du matin en terrasse dans la France entière avec une jauge du tiers. 19 mai, c'est donc l'étape symbolique la plus importante à date de ce nouveau déconfinement 2021 avec la réouverture, non seulement des théâtres, des cafés et des restaurants, mais la réouverture aussi de nombreux lieux culturels, les cinémas en tête. Il y aura sûrement beaucoup aussi de cinémas ouverts dès demain matin avec des séances en matinée pour fêter ça. Allez, trois versions de ce 19 mai sur Twitter. Ce matin, celle du ministre de l'économie, plus sérieuse. La réouverture des commerces, des terrasses de café, bars et restaurants est un moment de joie pour nous tous. Il doit être un succès collectif. Elle doit se faire de manière responsable, progressive, en respectant les gestes barrières. Le ministre, il ne peut pas dire autrement. Il est forcément un petit peu sérieux. Allez, un petit dessin amusant qui se moque un peu. Tu ne trouves pas qu'on exagère un peu? M'en fous. Cette table
table en terrasse, c'est pour nous. Je vous poserai la question si vous êtes prêt à camper ce soir pour récupérer une table en terrasse dès demain matin. Et puis une version également moqueuse, sous-entendu, on a fait un petit peu trop autour de cette réouverture en France. Et je vais évidemment vous poser la question. Voilà ce site parodique, voilà, qui s'imagine le personnage d'Étienne Dorset dans les films de Un éléphant ça trompe. Et puis, évidemment, je me souviens. Nous irons tous au paradis, évidemment, je ne me souviens plus du deuxième. Je suis trop jeune pour avoir connu la liesse de la Libération en 1945, mais je pense avoir un bon aperçu avec les reportages télévisés sur les préparatifs de la rouverture des terrasses. Merci à l'histoire pour ces délicieux bégaiements, nous dit un hypothétique Étienne Dorset, donc le personnage joué par Jean Rochefort dans ces films d'Yves Robert. Alors vous êtes un peu dans la partie, je vais commencer par vous, François Bergerot, la cuisine. Déjà, comment vous ressentez vous vivez cette date du 19 mai à quelques heures de cette réouverture tant attendue? Déjà, on véhicule du positif. Et donc moi, en tant qu'entrepreneur, le fait qu'on véhicule du positif, ça me fait du bien. Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on n'en fait pas assez? C'est ce qu'on dit quand on gagne la Coupe du Monde. C'est ce qu'on dit quand on... Vaut mieux en faire trop que pas assez, en l'espèce. Quand il y a des... parfois, sur des sujets un peu dramatiques, on en fait des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes, alors qu'il n'y a pas vraiment de raison d'en faire des tonnes parce que ça n'a pas d'incidence globale. Là, ça a une vraie incidence sur le moral des gens. Les gens en ont marre de ne pas sortir de chez eux, les gens en ont marre de cette crise. Et donc là, on leur dit, en fait, on ouvre la fenêtre. Alors, en l'occurrence, on ouvre les terrasses, mais... et donc, vous allez pouvoir retourner au resto. Donc, nous, effectivement, les professionnels du secteur, on est très contents parce que ça montre qu'il y a une vraie attente des gens pour retourner dans nos établissements. Et je pense que c'est vrai. Et d'ailleurs, quand je questionne autour de moi, ce qui manque le plus, c'est le cinéma et le restaurant. Voilà. Et donc non, moi, j'ai l'impression que c'est un vrai besoin attendu depuis longtemps. Et ensuite, tout le monde accentue la communication pour faire en sorte que ça redémarre vite. Parce que ce qui fait un peu peur à tout le monde, c'est aussi que leur démarrage ne soit pas aussi rapide que ce qu'on espère. Donc il vaut mieux communiquer très fort, c'est un principe de marketing, c'est qu'on communique très fort pour que ça démarre fort. Alors, un premier regard, Jean-François Robin, sur, est-ce que c'est quelque chose de symbolique ou quelque chose de symbolique? Non, je suis avec l'image là aussi de François sur la Coupe du Monde de la terrasse. On a vu les Anglais dès 10h avec leur pinte de bière. Je pense que sur la Coupe du Monde de la terrasse, la France va bien s'en sortir, si le temps veut bien s'y prêter. Non, au-delà du symbole de la réouverture des terrasses, je pense que moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que finalement, c'est le séquençage. Et donc là, c'est la perspective qui est intéressante. C'est en tant que tel, de rouvrir la terrasse, ça ne va pas rajouter des points de PIB, mais encore une fois, si. Vous n'allez pas le voir dans la courbe, l'activité économique. En revanche, le fait de rouvrir tous les commerces, les commerces, le lieu culturel, et on sait toute l'importance de la consommation, de la culture, et donc des touristes qui pourraient revenir in fine liés à cela. Là, il y a un vrai enjeu pour le PIB français. Donc, je crois que c'est neutre totalement demain ce qui se passe. En revanche, la perspective pour les gens de voir les choses se rouvrir, et je pense notamment, encore une fois, au tourisme international, on voit les parcs d'attractions qui se rouvrent les uns après les autres, qui sont annoncés tout au long du mois de juin. Donc il y a une certaine normalisation. Et donc cette perspective en plusieurs étapes, c'est ça qui sans doute faisait un petit peu défaut. Et là qu'on a, et encore une fois, faut se souvenir de toute cette épargne accumulée des Français. On a de quoi, avec les 165 milliards de cumulés d'épargne sur 2020-2021, on a de quoi aller au restaurant, on a de quoi aller au cinéma, d'aller au musée, etc. Donc je crois que c'est quand même une étape très symbolique, mais finalement qui va vers la rouverture. Et la grosse différence finalement, c'est à quelques jours près exactement le même timing que l'année dernière. La grosse différence, c'est qu'on commence à être tous les uns et les autres vaccinés et ça rend les choses quand même un petit peu plus pérennes dans les perspectives. Justement, alors vous dites, allez-y, après il y a juste un point très important, c'est qu'en fait, les terrasses sont fermées depuis le 1er novembre. Ouais. Donc les restaurants sont fermés depuis 8 mois. Les autres commerces sont fermés et vont réouvrir demain. Pourquoi on n'en parle pas? C'est qu'en fait, ils ont été fermés 1 mois et demi, 2 mois, ils ont réouvert, ils ont refermé. Globalement, oui, là, ils sont fermés depuis quelques temps, mais on n'a pas l'impression que c'était il y a très longtemps. Les restaurants, ça fait 8 mois. Donc, en fait, c'est la sortie de l'hiver, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on communique sur les terrasses. Mais là où je pense que ça va quand même jouer un rôle important dans l'économie, c'est qu'en fait, en parallèle des terrasses, tous les magasins vont réouvrir. Et donc, les gens vont retourner consommer
localement et non pas uniquement sur Internet. Est-ce que cet aspect, vous disiez, ça va être neutre à court terme, c'est la perspective qui est le plus important, juin et après, on espère un jour le retour à la normale. Donc là, le 19 mai, par exemple, entre du 19 à la fin mai, entre les terrasses des restaurants, alors avec les jauges et les terrasses, est-ce que c'est visible économiquement? Si on rajoute les autres commerces, si on rajoute les cinémas, certes, encore une fois, avec une jauge réduite. Voilà, tout ça, est-ce que ça va se voir ou pas vraiment, quand même, pour essayer d'être un peu précis, dès le mois de mai? Ah non, c'est quand même assez... c'est vrai. Tout mis ensemble, ça c'est impactant parce que c'est ce qui va faire la différence entre avoir un PIB au deuxième trimestre négatif ou légèrement positif ou positif, quoi. Et aujourd'hui, on ne sait pas exactement à quelle aune on va être. On a vu que la bonne surprise du premier trimestre en France, positif, quasiment les seuls en Europe. Hein. Et puis là, est-ce que ce deuxième trimestre où en fait on a fermé tout avril, la moitié du mois de mai, mais est-ce que dès le 19 mai, ça veut dire que ça repart fort et on a un juin quasiment normalisé et donc le PIB finalement n'est pas négatif? C'est ce qui va faire qu'on va avoir 5% de croissance ou 6%. Quoi. Donc le deuxième trimestre, le premier, ce qui est le plus important pour tout calculer la croissance sur l'ensemble de l'année. Fameux acquis. Pour les acquis de croissance. Le deuxième trimestre, s'il est négatif, ça va être compliqué d'aller au 6%, mais par contre, s'il est positif, avec une deuxième partie d'année qui s'annonce quand même beaucoup plus porteuse, c'est assez intéressant. J'ajoute que, en fait, ce qui est aussi, je pense, à suivre, c'est que finalement, c'est pour ça qu'on a eu ce PIB finalement qui a bien résisté au premier trimestre, c'est que on a fait un confinement assez light. Alors évidemment, quand vous êtes restaurateur, c'est difficile à entendre quand vous êtes fermé depuis novembre. Mais c'est vrai que globalement, l'économie française, elle a tourné à 95% de son niveau normal d'activité encore aujourd'hui. Hein, ce que nous disent, nous, chez Natixis, on fait tourner des indicateurs de haute fréquence, on regarde les données de transport, d'électricité, de réservation, etc. Et là, on voit d'ailleurs sur les données, type la fourchette, des explosions des réservations, de la même façon qu'on voit des explosions de réservations sur le train, sur les avions, on voit bien qu'il y a un retour à la normale assez vite. Et donc là, ce qu'on va voir, c'est sans doute donc un rebond assez fort au deuxième partie du deuxième trimestre et deuxième partie d'année. Mais je crois que ce qu'il va falloir suivre aussi, c'est que finalement, il va y avoir des gagnants et des perdants. Il n'y a pas que des gagnants dans cette histoire-là. C'est que pourquoi la France tournait à 95%? Parce que l'industrie tournait à plus de 100%, la construction était déjà là, etc. Mais il y a aussi pas mal de gens qui sont, et ça va faire partie des challenges, et de recruter des gens pour faire face à la demande, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont quitté ce secteur de la restauration et de l'hôtellerie pour aller faire autre chose, pour aller livrer des repas, pour aller faire des dark kitchen, là, pour aller faire du click and collect. Donc tout ça va un peu disparaître, et au lieu de se faire livrer à bouffer, on va plutôt aller de nouveau au restaurant parce qu'on a envie de se retrouver avec nos amis, etc. Donc il va y avoir de nouveau sans doute un basculement intéressant à suivre. Donc globalement, c'est gagnant. Hein, Jean-François, à la question comment se porte l'économie française à la veille de ce 19 mai, à la veille de ce déconfinement, ce que vous nous dites, c'est que ça va précisément se jouer là. Effectivement, alors, c'est pour ça qu'on est dans le symbole, et en même temps, hein, c'est que ce qui va se passer entre mai et juin, ça va déterminer le deuxième trimestre. Et ce qui se passe sur le deuxième trimestre, ça va vraiment faire, ça va totalement changer la perspective du chiffre de croissance de fin d'année, et donc quand même assez important, hein, finalement. Mais je crois que c'est surtout la dynamique, c'est-à-dire que si on a vraiment le sentiment qu'on rouvre facilement le 19 mai, qu'on arrive 3 semaines après au 9 qu'on enchaîne les dates comme ça, prévu. Et que derrière, on est 70% de la population vaccinée au moment de partir en vacances, ça sent quand même bon la normalisation qu'on prévoyait l'année dernière, quelque part. Mais là, ça y est, on y serait, quoi. François, l'argument de l'emploi qui était évoqué à l'instant par Jean-François, la question de trouver, on a vu effectivement des reportages, on a eu des articles sur le fait que dans la restauration, quand on était, comme il y a beaucoup de précaires, etc., que tout le monde n'était pas forcément revenu ou attendu de recevoir le coup de fil du patron du restaurant pendant 8 mois en restant chez soi. Vous l'avez vécu ça? Oui, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des entreprises comme la nôtre, on a fermé totalement ou partiellement depuis plus d'un an maintenant, depuis le 15 mars 2020. Donc, il y a des salariés qui ont tenu bon, qu'on a réussi à motiver en gardant le contact régulièrement, etc. Et puis, il y en a plein, on peut très bien le comprendre, qui ont décidé de changer d'environnement parce qu'ils avaient envie de bosser, parce qu'ils avaient ce que payer le chômage partiel n'était pas tout à fait suffisant par rapport à leurs revenus habituels, etc. Donc on en a perdu. Et effectivement, l'an dernier, personne ne s'en souvient, mais on a appris qu'on allait rouvrir
2 jours avant la réouverture. Alors ça ne faisait que 2 mois et demi, donc les équipes n'étaient pas parties, et puis tout le monde était logé à la même enseigne, donc il n'y avait pas eu cet exode vers d'autres métiers. Là, cette année, il y a ça. Et donc, il était très important qu'on ait un vrai cadencement de la réouverture et qu'on soit prévenu très à l'avance, parce qu'il a fallu remettre en route tout l'outil de production, avec, on voit bien, tous les restaurants à Paris qui sont en train de faire peau neuve en ce moment, c'est assez sympa d'ailleurs. Et puis, on le voit d'autant mieux que ça se passe à l'extérieur, effectivement. En tout cas, ici, on est à Paris, on parle depuis Paris, mais on imagine bien que c'est pareil dans toutes les grandes villes de France, la construction d'extensions de terrasses, notamment dans la perspective de cette ouverture des terrasses. Mais même un restaurant qui n'a pas tourné depuis un an, une cuisine qui n'a pas tourné depuis un an, il y a de la poussière, il faut tout nettoyer en grand, et on voit ça en ce moment. Et puis, il faut reconstituer des équipes, parce que pour beaucoup, les équipes ne sont plus là. Et comment ce métier spécifique, notamment des cours de cuisine, etc., vous allez sortir de cette période vous-même, François ? Nous, malheureusement, on n'a pas de terrasse. Ouais. Donc, on parle de demain, mais nous, la réouverture sera plutôt le 9 juin. Et notre logique, c'est que dès le 9 juin, on va accueillir dans tous nos ateliers tous ceux qui le souhaitent, parce que, en fait, je pense que même si c'est... Il y a un autre point, c'est que sauf si on est dans les stations ou dans les stations balnéaires ou dans les zones très touristiques, on réattaque l'année juste avant l'été, qui n'est pas forcément une période extraordinaire pour des activités classiques, sauf si vous êtes sur la Côte d'Azur ou en Bretagne. Donc en fait, nous, on va quand même remettre en route la machine, parce qu'il est très 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 important de remontrer à nos consommateurs que on est toujours là, on est heureux de les accueillir, et donc et les équipes surtout ont envie d'en découdre. C'est assez excitant. Et quid de tout ce qui a pu être fait en ligne dans votre, justement, par rapport au bilan, enfin, on ne va pas faire un bilan enfin, si, pourquoi pas d'ailleurs, de toute cette période. En fait, ce qui est assez passionnant, c'est que nous, donc, on fait de la formation à tous ces métiers essentiels, donc plus uniquement de la cuisine, mais notamment la cuisine. Et c'est vrai que depuis un an, nos gros recruteurs étaient plutôt dans une logique de couper les coûts, et donc ils ne recrutaient plus. Donc là, on a formé. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, tous ces gros recruteurs qui avaient plutôt eu tendance à voir leurs équipes partir, ils vont devoir recruter énormément. Donc ils reviennent. Et donc, toute la formation qu'on a pu faire depuis un an va nous permettre de proposer du personnel à ces gens-là. Donc, c'est l'aboutissement, en fait, d'un an de travail de formation qu'on a pu faire. Et on va continuer. On a pas mal parlé. Logiquement, le symbole, ce sera notamment les terrasses, mais aussi tout le secteur culturel. Là, est-ce que ça pèse ? Est-ce que ça va peser ? Est-ce que c'est plus significatif, là encore, dans le message que ça envoie, notamment pour le tourisme, etc. Il ne faut pas, évidemment, quand on parle culture, raisonner trop uniquement en point de PIB, mais ça a quand même un impact. Oui, mais on est sur Bismarck, on s'autorise. Voilà, je pense que c'est pas en termes de richesse économique, mais l'intérêt le principal. Je crois qu'on est tous très heureux de voir tout le secteur culturel rouvrir. Il y a quand même un impact d'activité, bien entendu, parce que ça fait partie, je disais, du modèle économique aussi, français notamment. Donc sans doute que les touristes vont pas revenir dans les palaces parisiens aussi vite qu'on le voudrait. En revanche, si tous les lieux culturels rouvrent, si les parcs Astérix, Disney, Puy du Fou, etc. rouvrent, on va faire quand même revenir pas mal de touristes, sachant que l'Europe a l'air de vouloir se rouvrir en juin aux touristes au moins européens. Donc il y a quand même une vraie aussi dynamique économique liée à ça qui n'est pas du tout neutre quand même. Ouais. Mais moi je crois que c'est surtout l'ensemble de tout ça. C'est qu'on a les commerces, on a la culture, on a la restauration, on a du coup les voyages. Et donc tout ça, ça fait quand même des pans de l'économie qui étaient les 5% qui nous manquaient pour être à 100% d'activité normale. On va être en rattrapage, donc encore une fois, si on fait 5-6% de croissance cette année, on va rattraper une partie du chemin perdu de 2020, alors qu'une partie. On la rattrapera sans doute que mi-2022 pour avoir tout rattraper. Mais voilà, on va quand même avoir une espèce de dynamique là qui peut s'enchaîner. Donc c'est ça qu'il faut suivre. Est-ce qu'on va casser ça à la rentrée comme on l'avait fait en 2020 ou pas? C'est ça qui va suivre. Ouais. Moi, encore une fois, je fais partie des optimistes qui pensent que la vaccination change quand même la donne et qu'en plus, on a eu la chance de ne pas se vacciner avec AstraZeneca et plutôt avec des vaccins qui ont l'air de marcher avec les variants. Et donc, il y a sûrement des gens qui nous regardent qui se sont fait vacciner avec AstraZeneca, donc il ne faut pas non plus. Oui, mais ils ont sans doute probablement la possibilité de se faire la deuxième dose avec les ARN. Et c'est souvent le cas ce qui s'est passé ou ce qui se passera, parce que j'imagine qu'on aura tous droit à une troisième dose à un moment ou à un autre. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est quand même une rouverture plus durable qu'en 2020. Alors c'est marrant parce que quand le calendrier de réouverture a été présenté, il a
été un peu critiqué, notamment pour sa complexité, parce qu'il y avait 4 dates, il y avait le cas de figure, les trucs, les machins, c'était quand même assez complexe. Regardez ce qui se passe en Angleterre, en Italie, en Grèce, c'est à peu près... Justement, au contraire, vous insistez sur le fait que d'avoir eu ce calendrier, c'était un élément positif. Là, je crois que je parle sous le contrôle des professionnels, notamment de la restauration. C'est que de toute façon, en 2 jours, après un an, on ne peut pas rouvrir comme ça au dernier moment. Enfin, imaginez de mettre en place un opéra ou remettre sur pied une pièce de théâtre. J'imagine qu'ils n'ont pas passé 24-24 à répéter la même pièce. Donc, il faut mobiliser les équipes, les tourneurs, etc. Donc, je pense que c'est bien d'avoir ces perspectives-là. Et ça me semble raisonnable, en termes, je pense que sanitairement aussi, de se donner un peu de... Voilà, on est capable d'appuyer un peu sur le frein si ça n'allait pas. Il faut se souvenir que quand on a annoncé la réouverture, on était les premiers à dire... C'est chaud quand même, hein. On est à 400 d'incidence, là où on s'était reconfiné, en train de déconfiner. Bon, bah, aujourd'hui, la France est en train de passer sous les 100, on va vers les 100. Tout va bien, mais si dans un mois, c'est pas le cas, pour X raisons, au moins de se donner des étapes, je pense que ça donne un peu des coups de frein possibles. Il y a toujours l'impondérable sanitaire. Je vais être un peu provocateur. Est-ce que pour toutes les activités qui avaient profité du confinement, de la fermeture des commerces, etc., on peut imaginer que là, pour le coup, il y aura un petit ressac là, de je sais pas quoi, sur le e-commerce, sur tout ce qui a pu se faire en ligne. Est-ce que alors il y a beaucoup de numérique dans la Croissance Plus, hein, pour de raisons évidentes, de l'association de patronale dont vous êtes vice-président. François, c'est une préoccupation ou ce qui est fait et qu'on ne reviendra pas en arrière dans la Non, mais globalement, la migration... Dans la dynamique notamment du numérique. Oui, globalement, la part de marché du numérique, elle grossit, et elle grossit pour des raisons profondes. C'est que on fait ses courses quand on veut, comme on veut, qu'on se forme quand on veut, comme on veut. Donc, je pense que cette période a permis d'accélérer certaines choses, elle a permis d'accélérer une mutation. Je ne pense pas qu'il y ait un vrai retour en arrière une fois que les commerces traditionnels vont rouvrir. En revanche, ce qui est certain, c'est que beaucoup de gens se sont quand même rendus compte que ces commerces traditionnels leur manquaient. C'est-à-dire que on l'a vu avec les librairies, on avait envie d'aller dans une librairie, on a envie d'aller au cinéma. Ah oui, ils étaient restés cette fois-ci ouverts. Oui. Mais la première fois, ça avait fait un tollé. On a envie d'aller au cinéma. Un petit peu parisien à mon sens, mais compte tenu des volumes d'achat de livres par les Français, mais c'est pas grave, vous avez raison. Peut-être, il n'empêche que on se fait livrer, et tout le monde disait, de toute façon, les restos, c'est fini, on se fait livrer maintenant. Pas complètement quand même, puisqu'on a envie de retourner. En fait, quand on va dans un resto, c'est pas uniquement pour ce qu'il y a dans l'assiette, c'est pour l'ambiance, c'est pour l'énergie qui s'y dégage, etc. Et puis, même c'est pour le petit café avant un rendez-vous ou après un rendez-vous. Donc, moi, je ne pense pas globalement que ça fasse revenir complètement en arrière. Les choses ont évolué. Elles ont évolué plus vite, mais elles auraient évolué de toute façon dans ce sens-là, à mon avis. Votre idée, votre sentiment à vous, Jean-François, sur l'hypothèse que j'émets d'une espèce de retour partiel au monde d'avant, qui du coup pourrait faire quelques perdants qui étaient les gagnants de ces confinements à répétition? Alors, je crois qu'effectivement, on a eu une accélération. Souvent, on dit qu'on a gagné 5 ans dans la numérisation, digitalisation de l'économie durant cette crise. Moi, je pense quand même qu'il va y avoir un petit retour en arrière. À partir du moment où on va plus au restaurant, on va moins se faire livrer à manger. À partir du moment où on va plus au théâtre, plus au cinéma, on va moins télécharger. Donc, je pense quand même qu'il y a un petit peu là aussi des gagnants et perdants. Alors, et donc, du coup, la livraison, je disais, les cuisines, les dark kitchen, j'ai pas de traduction française pour ça. Voilà, tout ça, évidemment, va un petit peu laisser place à la restauration traditionnelle, à le fait qu'on sorte pour se retrouver et on fait pas tout moins à distance. Donc, je pense qu'il y a une tendance qui est là, qui a accéléré. On va revenir un petit peu plus bas, mais je crois qu'il y a un piqué prix, parce que moi je pense qu'une fois qu'on a pris l'habitude de commander, de faire ses courses sur Internet, de commander son tapis de yoga, etc., est-ce qu'on a vraiment envie de retourner dans tous les magasins? Voilà, il y a des plis qui sont pris. Sur le télétravail, alors officiellement, le 19 mai ne concerne pas le télétravail. Il y a une autre date, mi-juin, c'est dans 3 semaines ou dans 4 semaines, où effectivement, alors le télétravail, c'est pas, la contrainte est moins absolue, elle n'est pas imposée par l'État de la même façon qu'une fermeture administrative d'un magasin. Est-ce que vous imaginez que va y avoir une anticipation sur le retour au bureau avant même alors j'ai oublié la date, je ne sais plus si c'est le 19 juin ou le 9 juin, la mention, allègement des questions de télétravail avant ça, avec la dynamique de déconfinement. Je sais pas, chez vous, là, dans la banque Je crois que là aussi, on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'on avait les restaurants nous manquent, les cinémas nous manquent, etc. Mais en fait, finalement,
le boulot travail, aussi, le ouais. boulot, Le bureau. pas Le le bureau. bureau, Ouais. le travail au bureau, hein, nous manque aussi. Et on voit bien qu'au départ, on avait plein de collaborateurs qui étaient venus à dire on est passé en télétravail, on doit être tout de suite en full télétravail. Nous, on était passé très rapidement. Et là, c'était plutôt l'inverse. On a plutôt des gens maintenant qui veulent revenir. Donc là aussi, on va, je pense, retrouver un équilibre. Mais on ne reviendra pas à la situation ex ante. Et donc, on voit bien toutes les entreprises. Et nous, dans le groupe BPCE, chez Natixis, on ne fait pas exception. Bah, là où on avait 1-2 jours de télétravail, on va sans doute regarder à 2-3 jours de télétravail. C'est devenu un petit peu la norme. On a réussi à s'organiser. On a vu que ça marchait bien. Mais on a vu que c'était aussi essentiel de tous se retrouver de temps en temps au travail pour régler des problèmes, pour créer du lien, pour s'engueuler, pour créer. Là, ça devient un lieu de socialisation et de création aussi. Donc, je crois qu'on va retrouver un nouvel équilibre, mais qui sera différent d'avant. Là, de ce point de vue-là, le monde d'avant n'est pas le monde d'après. Et là, à très court terme, notamment l'heure du déjeuner, pour les déjeuners en terrasse, c'est quand même beaucoup de gens qui travaillent d'habitude, qui vont déjeuner. Enfin voilà. Est-ce que le fait qu'il y ait une distinction entre réouverture des terrasses et officiellement retour au bureau est un sujet ou pas vraiment? Alors déjà, il y a le déjeuner et le dîner. Ouais. Avec la jauge, de toute façon, les terrasses ne seront pas pleines. Oui, Donc, oui. on est, à mon avis, sur des volumes qui ne sont pas tout à fait ceux qu'on voit d'habitude. Parce que, bien sûr. Voilà. Donc, non, et puis les gens, je pense, iront au resto aussi à côté de chez eux. Ils se retrouveront justement avec peut-être les 2-3 copains qui travaillent de chez eux dans le coin. Et on déjeunera peut-être pas forcément avec ses collègues de bureau, mais avec ses copains dans le resto en bas. Donc non, à mon avis, ça ne va pas poser tellement de problèmes. En revanche, je rejoins complètement le point qui est de dire que le télétravail va rester. Je pense que pour le coup, personne ne sait si c'est une bonne ou une mauvaise chose à moyen, long terme, et quelle proportion il faut. Et c'est ça, je trouve, le plus compliqué pour moi, entrepreneur. C'est bien évidemment, on propose du télétravail. Maintenant, on a quelques salariés qui nous ont demandé du télétravail full-time. Je pense que c'est une erreur, voilà, et c'est vachement compliqué de savoir où est-ce qu'il faut mettre le curseur. Et ça, il faudra beaucoup plus de recul. Et il va falloir beaucoup de recul, et personne... Et d'expérience, d'années d'expérience pour voir... Ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a pas mal d'entreprises qui, je pense à Mano qui dit, j'ai plus de bureau, full télétravail, il y a pas mal de petites startups qui sauf dans les entrepôts, bien sûr. Voilà, où on a Peugeot aussi qui nous dit, en fait, ce sera 4 jours par semaine. Enfin, donc là où ça va être intéressant, c'est qu'on a quand même, on va pouvoir se benchmarker, et on va voir un petit peu les RH et le management va pouvoir quand même suivre le degré d'adhésion des collaborateurs. Est-ce qu'on perd le lien avec la boîte? Est-ce que, parce que ça peut être dangereux aussi, du télétravail. Il y aura tous les cas de figure possibles, donc voilà, on verra quelle est la différence entre faire du télétravail à plein temps et délocaliser. Donc je pense que c'est ça aussi qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on garde ce lien avec l'entreprise, dans les équipes. Donc moi je suis assez d'accord personnellement que c'est pas 100%, c'est probablement à mon avis 2-3 jours, ça me semble, en tant que manager, en tout cas moi je trouve que ce serait un très bon équilibre. Et ça va être formidable pour des boîtes comme les nôtres, puisqu'on va faire des événements d'entreprise, et donc on va accueillir les gens qui se voient plus au bureau, mais qui vont devoir se retrouver quand même pour avoir. Le bureau va devenir un lieu un peu d'assez fixé. Ils n'iront plus au bureau, mais ils iront chez vous autour de cours de formation. Bien joué. Bien joué l'atelier des chefs. Dernière question sur les questions de jauge. Alors le symbole est important, mais est-ce que les restaurants qui vont ouvrir uniquement en terrasse avec des jauges, etc., ou pareil pour les cinémas, est-ce qu'ils vont perdre de l'argent? Ou est-ce que le symbole est trop fort et qu'on a quand même envie d'y aller? On a tendance à beaucoup se plaindre en France. Donc, il faut reconnaître une chose, c'est quand même le soutien de l'État pendant toute cette période a été assez incroyable. Et jusqu'au bout, et en fait exactement comme on incite les gens à reprendre un boulot et sans perdre toutes les aides, et ben en fait là ils incitent beaucoup à rouvrir. Et donc en fait ils vont continuer à aider pour inciter les entreprises et les restaurants à réouvrir. Donc non, globalement, on a tous intérêt à rouvrir vite pour le moral des équipes, pour se remettre en branle, il faut y aller. Et honnêtement, on est bien soutenu, on a toujours été bien soutenu. Même un cinéma avec une jauge à 30% ou 35%, je ne sais plus quel est le chiffre, à partir de demain, l'État compense. Oui, je crois que de toute façon, c'est ce qu'on a vu exactement en Espagne. C'est exactement les mêmes choses qu'on a vues. On était on les jalousait. C'est pareil, je pense que sur la restauration, vous avez, je crois, 25 ou 30% seulement des restos qui ont des terrasses. Bon, après, moi, ce qu'on voit à Paris beaucoup, c'est que les terrasses se font x2, x3 par rapport à ce qu'elles étaient avant. Jusqu'à fin juin, je crois qu'il y a une tolérance. Mais je crois évidemment, le gros sujet, ça va être quand tout le monde réouvrira. Et puis,
puis je pense aussi que vous avez intérêt à rouvrir assez vite la restauration, justement pour préempter les serveurs, les cuisiniers et de la force de travail qui va peut-être finir par manquer dans ce secteur-là où on parle de 100 000 emplois un petit peu non fournis pour l'instant. Donc on va avoir des petites problématiques de recrutement là aussi, ce qu'on a vraiment très bien vu aux États-Unis typiquement. Demain matin, café en terrasse ? Avec grand plaisir et demain soir, dîner en terrasse. D'accord, dès demain matin, vous allez pour le symbole ? Café en terrasse pour le symbole, évidemment. Évidemment. Allez, on marque une courte pause après le café. Restez avec nous dans un instant, on se retrouve pour évoquer les questions de concurrence avec cette actualité autour du rapprochement entre TF1 et M6. Retour dans Late et Smart, merci de rester avec nous. On va évoquer les questions de concurrence à partir de cette actualité dans l'univers des médias. Si vous êtes surinformé dès hier soir, c'est arrivé sur vos smartphones. Sinon, vous l'avez entendu ce matin à la radio ou dans le journal. Ce rapprochement annoncé, inimaginable il y a quelques mois, entre les deux champions français de la télévision privée, donc TF1 et M6. Disent les Échos, une tentative de réinventer la télévision gratuite, on va y revenir, qui fait grincer des dents. Cette concentration qui inquiéterait, nous dit le quotidien, le monde de la publicité d'un côté, le monde de la production qui craignent, évidemment, la constitution d'un groupe ultra puissant capable d'imposer ses conditions dans la publicité télévisée. TF1 plus M6, ça ferait 70% du marché. Après, regardez le directeur de la SACD, les auteurs, lui, disent très présent dans les questions de lobbying, parce qu'elle regarde une consolidation positive pour l'audiovisuel français. TF1 fusionne avec le groupe M6. L'idée générale, c'est que voilà, la concurrence maintenant, c'est les Netflix, c'est les YouTube, c'est les Amazon, et qu'il faut être fort sur son marché, avec ne pas se regarder l'ancien marché, qui est celui de la publicité classique, mais regarder le nouveau marché de la publicité qui s'élargit évidemment à la publicité sur Internet. Cette annonce en France, elle intervient alors qu'aux États-Unis, ce n'est pas exactement la même chose, mais pas loin. Effectivement, le géant télécom AT&T a annoncé fusionner son activité média qui tourne autour de Warner. C'était Time Warner, devenu Warner Media, qui est donc la maison mère notamment de HBO, de CNN, de beaucoup de chaînes de télévision, qui va fusionner avec le groupe Discovery, là encore, des chaînes de télévision thématiques. Alors on est à une échelle bien plus importante. Warner Media, c'est 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Discovery, c'est 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires. L'ensemble TF1 M6, c'est 3,5 milliards, donc en euros, mais bon, quand même, ça fait quand même une petite différence. Et dans la même logique, décidément, l'univers des médias est en pleine recomposition. On a appris aujourd'hui que Amazon était en discussion pour acheter le studio américain MGM, un des derniers indépendant dans les géants de Hollywood pour 9 milliards. Une photo de Daniel Craig, parce que MGM, c'est notamment la franchise James Bond. Alors, vous n'êtes pas forcément spécialiste des médias, mais la question qui est intéressante dans ce type de rapprochement, c'est les questions de concurrence. On dit que l'examen du dossier TF1 M6 par l'autorité de la concurrence va prendre un an et demi, tellement ça pose de questions, avec un argument majeur. Est-ce que je regarde le marché pertinent, c'est celui de la télévision aujourd'hui, et à ce moment-là, TF1 plus M6, sur le marché de la pub en France, ça fait 70%. C'est un peu dominant, ou est-ce que c'est celui de la publicité en général ? On y met toute la publicité Internet, numérique, qui aujourd'hui est dominante, y compris en France, et à ce moment-là, on n'est plus du tout dans une logique d'un acteur surpuissant, quand bien même, ce serait l'issue du rapprochement de TF1 et d'M6. Donc on est dans des moments de bouleversement. Comment faire en sorte que, dans ce type de bouleversement, comment faire en sorte que demain, on puisse assurer quand même, malgré tout, c'est le titre que j'ai mis en débat, qu'on puisse assurer une saine concurrence. Comment évaluer le marché pertinent ? Alors moi, je ne suis pas du tout un spécialiste. Là, je ne vous demande pas de répondre en 2 minutes, ça va prendre 1 an et demi à l'autorité de la concurrence de le faire. Mais moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, justement, et d'ailleurs, c'est pour répondre à cette question du marché pertinent, c'est qu'est-ce qu'un média aujourd'hui ? Donc, moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que finalement, on a aussi le symbole de fusion, de rapprochement dans un secteur qui est là aussi un secteur qui est très disrupté par la numérisation, par Internet, par les plateformes, les plateformes, les réseaux, etc. Donc ça, c'est déjà quelque chose, je trouve, d'intéressant, c'est qu'on voit bien que ce secteur-là, on a parlé ici de l'automobile, on a parlé des retailers, des Carrefour et compagnie. Donc on voit bien qu'on a cette espèce de moment où ça peut être aussi une façon de résister à un moment très très délicat, ou en tout cas de révolution auquel ils ont à faire face les grands groupes. Donc il y a ça. Et puis en tant que macroéconomiste, ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent les fusions-acquisitions,
elles arrivent au moment où on sort de la crise, parce que voilà, on y voit un peu plus clair, mais un petit peu avant, justement, la réflexion de la crise, parce que c'est là qu'il y a ceux qui sont un peu en difficulté, et donc on voit mieux le chat et la souris des crises. Donc c'est souvent là qu'on voit les choses se faire. Et troisième élément, souvent les fusions-acquisitions sont faites au niveau boursier proche des plus hauts. Donc c'est souvent un indicateur de fin de cycle boursier quand on a beaucoup de fusions-acquisitions. Et on voit aux États-Unis... L'action TF1 a bien bondi aujourd'hui à la Bourse de Paris. Et là, au-delà du micro, on est souvent dans ce moment-là. Évidemment, les taux sont encore bas, on voit que on s'en sort, et puis il y en a qui sortent de la crise plus forts que d'autres. Oui, donc ça donne des idées. Ça donne des idées. Donc je pense que ça, le contexte déjà de cette annonce, elle est un petit peu symptomatique de ce moment-là. Après, sur le marché pertinent, moi j'ai quand même tendance à penser que la télévision est de plus en plus une partie de ce qu'est un groupe de médias. Et donc, moi j'aurais tendance à dire que le marché pertinent, il faut regarder au-delà, parce que je pense que la télévision est plus seulement, voilà, c'est plus l'unique canal, quoi. Je parle beaucoup de ma fille, mais ma fille, elle ne regarde plus trop la télévision. C'est pas comme ça qu'elle s'informe, et donc je pense que le marché pertinent pour des groupes de médias... ils en sont conscients de votre fille. Il faut aller chercher les jeunes au-delà du seul petit écran. Ouais. Vous êtes un peu porte-parole des entrepreneurs aussi. François, ces questions de concurrence, comment vous les... Celle-ci, dans les médias et plus largement, voilà, comment la nouvelle génération d'entrepreneurs les appréhende? Alors, moi, je suis un peu tiraillé par rapport à tout ça. J'ai plusieurs visions. La première chose, c'est que je trouve intéressant qu'on ait des gros groupes de médias français pour rivaliser contre les gros groupes de médias du monde. Oui, parce qu'il y a une disruption technologique, c'est la télé classique, contre les plateformes, c'est de l'Internet, mais il se trouve que ces plateformes, elles sont américaines, donc ce n'est pas quand même neutre dans cette affaire. Exactement, et donc on sait qu'aujourd'hui, quand on achète du contenu, c'est Netflix contre... TF1, et donc demain TF1 M6 sera plus puissant pour pouvoir lutter contre Netflix, etc. Donc globalement, moi je trouve qu'avoir un acteur fort, c'est un point assez positif. Deuxièmement, aujourd'hui il y a 70% de part de marché qui est prise sur la publicité par ces deux acteurs-là, mais il y a une vraie concurrence en termes d'audience, et moi, je suis un peu plus vieux que certains. Donc ça vous arrive encore de regarder la télé, vu vous donc je regarde encore un peu la télé, mais surtout, moi j'ai vu la naissance d'M6 qui pendant des années était un nain. Et tout d'un coup, M6 a rattrapé France 3, puis France 2, et puis est devenu un petit équivalent de TF1. Donc il y a plein de jeunes pousses de la télévision qui, dans 10 ans, seront des moyennes pousses. Et donc la concurrence, elle existe déjà. Et je pense que TF1 et M6 auraient vraiment tort de penser que parce qu'ils ont cette position si puissante, ils n'ont pas à regarder les petits parce que l'innovation vient plutôt chez les petits que chez les gros. Donc, moi, en fait, je ne suis pas du tout un spécialiste des médias, mais en fait, ça ne me fait pas spécialement peur parce que je pense que l'innovation est chez les petits. Et en revanche, le point qui, à mon avis, est un peu différent, c'est que les gros, aujourd'hui, nous, les petites boîtes, on va acheter du média Google. Ouais. Et notre première entrée sur la télévision va être les petites chaînes. Donc en fait, j'ai l'impression que Google est plutôt en concurrence avec les petites chaînes qu'avec les grandes chaînes, puisque finalement, quand je suis Peugeot, j'achète du TF1, ça me coûte cher, mais j'en ai besoin, et voilà. Quand je suis l'atelier des chefs, j'ai pas encore... clairement, je peux pas aller sur TF1, donc peut-être que je vais aller sur une chaîne un peu moins puissante, ou alors j'achète du Google. Et donc c'est vrai que la concurrence... Par définition, sur le numérique, à tous les prix. La concurrence, elle est peut-être plus forte, ces plateformes, vis-à-vis des petites chaînes que des grands. Et en même temps, si on regarde Google dans son ensemble, y compris en France, c'est plus gros que TF1. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est que mais comme c'est du numérique, il y a tous les prix. Le prix d'entrée est accessible pour tout le monde, contrairement aux grandes chaînes hertziennes. Sur la question du marché pertinent, il y a un truc qui est assez fascinant. C'est qui est intéressant, c'est que si on dit l'analyse effectivement par rapport aux GAFA, aux plateformes américaines, et manifestement c'est la problématique que va avoir l'autorité de la concurrence en France, c'est de se dire, soit je lutte contre les GAFA, et à ce moment-là, parce qu'ils sont en position de concurrence sur leur marché du numérique. Tout le monde est petit. Du numérique, effectivement, et là tout le monde est petit. Soit, si j'accepte l'idée
que TF1 et M6 sont sur le même marché que les GAFA, ce que va demander TF1 et M6 pour dire que même finalement sur ce marché-là, agrandi, ils sont pas si gros, et ben du coup, mes arguments contre les GAFA qui est de dire qu'ils contrôlent 90% du marché du numérique, ils tombent. Donc en fait, on a une espèce d'alternative. Est-ce que si l'adversaire c'est les GAFA, du point de vue de l'autorité de la concurrence en France, il faudrait limiter effectivement les GAFA à leur marché naturel qui est celui des plateformes numériques. Et si j'élargis à celui de la publicité en général et que je mets les radios et les télés classiques dedans, et ben les GAFA ils sont moins dominants qu'ils ne le seraient si on. Donc en fait c'est pas simple. Tout ça pour dire que c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Et puis en plus vous citiez Amazon et MGM. Hein, on voit bien quand même une concurrence, une confluence sur le contenu. Amazon, s'ils achètent MGM, c'est le catalogue, 3000 films, le catalogue, voilà, etc. Donc ils viennent quand même chercher sur ces terrains-là. Donc oui, je pense que c'est pas simple pour l'autorité de la concurrence. Voilà, c'est pas évident de s'y opposer quand même non plus dans ce combat-là qui est quand même assez déséquilibré pour l'instant. En la défaveur de ce que nous on appelle nos grands groupes de télévision, qui sont pas voilà. Non, ce qui est marrant, c'est qu'on dit un géant de 3,5 milliards, mais c'est vrai que vous regardez les géants des médias à l'échelle internationale, à fortiori en Amérique, encore une fois, le français peut être un nain mondial. Voilà, ça resterait un nain mondial. Donc c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce que vous évoquiez sur les petites chaînes, c'est que parfois, quand un numéro 1, un numéro 2 ou un numéro 1, un numéro 3, alors c'est numéro 3 en audience, M6, parce qu'il y a quand même le service public entre les deux, ça va profiter aux petits, parce que vous le disiez, il y a un sujet d'innovation. Peut-être que pour les chaînes de seconde catégorie privée, c'est peut-être une opportunité demain, que M6 et TF1, des fois les géants, proportion gardée encore une fois, deviennent un petit peu plus balourds, moins agiles, moins innovants. Ouais, et puis en web, on achète du mot-clé, on achète la long tail et la short tail. Vous savez, on achète les mots qui correspondent exactement à la requête des gens, donc cours de cuisine, ou alors j'achète blanquette de veau parce que je me dis que si les gens recherchent le mot blanquette de veau, ils vont peut-être vouloir prendre un cours de cuisine. Bon. Et quand vous achetez blanquette de veau, c'est beaucoup moins cher que quand vous achetez cours de cuisine. Et bien en fait, on peut se dire que demain, les annonceurs vont peut-être avoir intérêt à saupoudrer un peu plus sur des chaînes autres, déjà pour calmer un peu la puissance du gros leader, et en même temps, parce qu'ils vont se rendre compte que finalement, petite audience plus petite audience plus petite audience a plus de valeur qu'une audience importante qui finalement est un peu trop homogène. Donc en fait, moi et puis sur les grosses fusions entre le web et les médias, etc. On a vu dans les années 2000, il y avait AOL et Time Warner qui allaient créer le groupe, qui allait tout terrasser, etc. Ça n'a pas eu lieu. Donc en fait, les grosses fusions-acquisitions ne se passent pas toujours comme on l'avait prévu. Oui. Donc voilà, moi, je citais AT&T qui se débarrasse, entre guillemets, de Warner Media, qui a été acheté il n'y a pas si longtemps, en 2018. Donc voilà, qui il y a quelques mois, annoncé aussi désinvestir de DirecTV, qui avait été acheté en 2015. Donc dans le secteur des médias, de la convergence, médias télécom, maintenant c'est médias Internet, tout ça, il y a tout eu, notamment aux États-Unis, depuis 20 ans. Tout le monde a racheté tout le monde, a cédé ensuite, parce qu'effectivement, de fait, c'est assez émouvant. Sur les annonceurs, c'est pas évident ce que vous nous dites. C'est pas forcément leur désintérêt. Leur désintérêt, parce que je suis pas un expert. L'union des annonceurs qui regroupe en France les grandes marques est plutôt semble-t-il, défavorable à ce regroupement, à ce rapprochement. Ça fait toujours peur, un acteur très puissant, et c'est vrai que face à soi, de se dire on n'aura pas de marge de manœuvre pour négocier, tout ça. Voilà. On a tendance à dire dans les médias que winner takes all. Donc oui, je suis d'accord qu'il y a un risque, mais en fait il y a peut-être une stratégie qui va être justement sur l'innovation, sur les formats. Oui, d'acheter plus souvent blanquette de veau, quoi. Parce qu'effectivement, blanquette de veau, c'est pas TF1, mais c'est plus subtil, c'est ce que vous voulez. C'est la long tail plutôt que la short tail, quoi. Ouais. Comment vous... Dernier point sur le fait que ça en termes de management, on annonce que ça va durer 1 an et demi. C'est-à-dire que ils ont annoncé une opération, là, hier soir, et on lit que vraisemblablement, l'accord ou le désaccord de l'autorité de la concurrence et du CSA, ce sera pour fin 2022. Dans 1 an et demi, est-ce que c'est pas dingue de se dire que ça va prendre 1 an et demi, même si c'est compliqué, on l'a bien vu en quelques minutes comme ça, d'étudier, du point de vue de l'entreprise, d'étudier un rapprochement avec des centaines de salariés, etc. Déjà, on se dit que Suez Veolia, ça a été très rapide. Du coup. Du coup, ça a pris 6 mois, ça a pris moins 9 mois. Finalement. Non, mais effectivement. Pour quelque chose de beaucoup plus important en termes de milliards et en termes de salariés. De concurrence,
concurrence. Ouais. On a vu des décisions au niveau européen ou au niveau américain sur l'antitrust revenir des années après ce genre d'opération. Après la bataille. Donc à la limite, vaut mieux qu'ils partent en sachant un petit peu ce qu'il en est. Mais oui, rapprocher un groupe avec cette épée de Damoclès, c'est pas forcément très, très facile. Après, c'est quand même aussi des rapprochements qui sont, je dirais capitalistiques, mais les deux marques demeurent pour l'instant. Donc je pense que le temps que ça se mette. Ah oui, il y aura en toujours place, une chaîne M6 et une chaîne TF1. voilà. Il y a aussi tout à un l'antenne. process qui prend de toute façon du temps de consolider deux groupes comme ça. L'échelle de temps d'1 an et demi, on ne doit pas être loin de ça quand même. Non mais là, c'est avant de les consolider, c'est pour avoir le droit de le faire. Vous imaginez, vous l'entrepreneur... On peut avancer entre-temps quand même. Je pense qu'ils vont... Ouais, je crois que c'est... c'est très encadré, mais... Voilà, c'est l'entrepreneur que vous êtes, vous imaginez, demain, vous avez même racheter une boîte, et le jour où vous signez un accord de principe, vous dites, bon, c'est dans 1 an et demi. Non, mais moi je pilote un 420 et eux, ils sont sur des ferries. C'est le Colmairie, Donc, l'échelle de temps n'est pas la même. C'est sûr que je trouve ça très long. Moi, ça me paraît fou. C'est des groupes énormes. Moi, ce qui me fait un peu plaisir en tant qu'entrepreneur, c'est que, certes, c'est TF1 qui rachète M6, mais j'ai un peu l'impression que c'est l'entrepreneur Taverneau qui, pour l'instant, est pressenti pour être... il est salarié aussi, il n'est pas entrepreneur, mais c'est le petit qui... Oui, mais il a quand même participé à la construction d'M6 depuis le premier jour. Ouais. Ils ont construit une chaîne et ils l'ont emmené là. C'était la surprise du chef de cette annonce, c'est qu'effectivement, a priori, c'est lui qui voilà, ça me fait assez plaisir de voir que c'est à la fin l'entrepreneur qui arrive là-haut, quoi. Voilà. Allez, on en reste là temporairement. Si ça dure 1 an et demi, on aura l'occasion d'en reparler. Tout de suite, il nous reste 5 minutes, c'est l'after. On va échanger autour de 2-3 sujets d'actualité. Hier soir et aujourd'hui se tenait un sommet autour des questions de financement de l'Afrique. Vaste sujet, ça se tenait au nouveau Grand Palais installé temporairement sur le Champ de Mars à Paris, si vous êtes parisien, parce que le Grand Palais principal, il va fermer pour quelques années pour travaux. Un grand sommet pour relancer l'économie africaine, écrivait le quotidien Les Échos ce matin, une quinzaine de chefs d'État avec un objectif, travailler une reprise de l'économie et alléger le poids de l'endettement public, donc des pays africains. Regardez le graphe sur le papier des Échos, vous ne voyez pas les chiffres, mais vous voyez la tendance avec globalement une dette publique de l'ensemble du continent à près de 1600 milliards de dollars. Ce tweet ce matin ou hier soir du président Macron, notamment autour du Soudan, qui a été mis en avant dans ce sommet par le chef de l'État. Le succès de la transition soudanaise dépend largement de la reconstruction de son économie, mais sa dette est un fardeau. Nous sommes en faveur d'une évaluation pure et simple de notre créance. En l'occurrence, je crois que c'est 4 milliards d'euros la créance de la France sur le Soudan. Donc, annuler d'un trait de plume, c'est le sens de notre engagement aux côtés de la jeunesse soudanaise. Donc là, il a rencontré une délégation de ce pays hier soir, semble-t-il, au Grand Palais. Quand ça va mal, entre guillemets, quand la difficulté économique dans les pays riches, on a parfois tendance à oublier que ça va parfois encore plus mal dans les pays moins riches. C'est l'occasion de se le rappeler, Jean-François, ce type de sommet. Oui, c'est quand même un continent qui a été, on disait, beaucoup, finalement, l'Afrique, avec le Covid, va bien s'en sortir, parce que l'âge moyen en Afrique, c'est 19,4 ans. Donc, quand on est jeune, on souffre moins du Covid, etc. Mais à côté de ça, il y a plein de grandes faiblesses aussi du continent africain. Il y a 2 chiffres que j'ai un petit peu en tête. C'est, si vous prenez l'Afrique subsaharienne, vous avez que 25% du continent qui a accès à Internet. Donc, pour aller faire du télétravail, c'était quand même pas si simple. Et vous avez d'autres exemples, comme l'Ouganda, par exemple, qui avait plus de ministres que de lits de réanimation. Donc, vous avez bien un peu de l'organisation, l'efficacité gouvernementale là-dedans. Et donc, c'est quand même un continent, paraphraser, je crois que c'était De Gaulle qui disait, sur un autre sujet, il ne faut pas que ce soit le continent d'avenir et qu'il le reste. Il faut que ce soit un continent qui délivre. Et évidemment, à tout point de vue, l'Afrique, justement, dans ses besoins d'infrastructure, je citais les besoins en Internet. Typiquement, c'est un pays qui a tous les atouts pour profiter un petit peu du monde d'après aussi. Un pays jeune, un pays dynamique, où il y a plein de choses à faire, à tout créer. Donc, il y a ce potentiel qui est là. Et pourtant, c'est un continent qui, l'année dernière, a fait face à la récession. Alors qu'avant la récession, vous preniez les 10 pays les plus forts croissance, vous en aviez 8 qui étaient en Afrique. Donc, on avait vraiment cette dynamique qui a été vraiment brisée par le Covid, avec des dettes qui ont explosé.
Alors, c'est ça qu'il faut un petit peu adresser. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce continent où il y a encore une fois tout ce potentiel énorme, vous avez un pays comme le Nigeria, dans le pays comme le Nigeria en 2030, enfin 2050, donc dans 30 ans, c'est un pays qui fera 400 millions d'habitants, c'est un pays qui, à la fin du siècle, sera plus peuplé que la Chine largement. Enfin voilà, on a quand même des dynamiques qui sont dingues. Donc c'est sûrement un continent qu'il faut absolument soutenir et dans lequel il faut investir. Et je crois que tout ce sommet-là, il est intéressant. Il ne faut pas partir avec des boulets aux pieds au moment où on fait la relance. Et donc, on parle des PGE, on parle des prêts participatifs pour nos entreprises. À l'échelle de continents et de pays comme ça, de s'adresser à la dette pour qu'au moins ces pays-là, on leur relège un peu ce fardeau-là pour redémarrer plus efficacement. Est-ce que l'entrepreneur arrive à voir dans ces pays-là des marchés d'avenir, concrètement? Non, mais en fait, c'est ce que j'allais dire en écoutant. C'est que moi, j'ai une vraie frustration avec l'Afrique. C'est-à-dire que c'est un pays où beaucoup de population parle français. C'est un pays où on avait des liens très forts avec... c'est un continent, pardon, on avait des liens très forts avec de nombreux pays. Et aujourd'hui, en fait, quand on parle de l'Afrique, on parle d'annuler la dette. Je pense que c'est pas sain, globalement. Donc, qu'on la rééchelonne, qu'on la repense, mais annuler une dette n'est jamais sain. Là, c'est mon côté sûrement un peu trop libéral. Mais en fait, on arrête de prêter quand on a annulé la dette. Alors, on le fait une fois, on le fait deux fois, puis la troisième fois, on le fait pas. Donc, je pense qu'on a plutôt intérêt à rééchelonner la dette. Et en revanche, et puis surtout, il faut être présent, les accompagner et aller... les aider à produire et produire là-bas. Et donc, si on annule la dette ou si on rééchelonne la dette, il faut absolument qu'en face, on ait une présence économique forte dans ces pays-là, parce qu'effectivement, il y a une croissance potentielle qui est énorme, parce qu'il y a une jeunesse qui est énorme, et parce que les Chinois, ils ne se privent pas pour aller avoir une présence économique très forte. Donc, moi, j'aimerais, en tout cas... Je ne connais pas du tout, je parle vraiment avec un œil très extérieur, mais j'aimerais en fait que réellement on les accompagne et qu'on aille créer des vraies belles entreprises sur place plutôt que juste donner de l'argent, couper la dette. Je pense que c'est... L'entrepreneur, il y a une classe moyenne, il y a une classe bourgeoise dans ces pays, il est prêt à se développer là-bas? Oui, mais moi je vous donne un exemple typique. Aujourd'hui, il y a des pays qui sont en train de s'ouvrir énormément sur le tourisme et sur un tourisme qui commence à devenir de plus en plus qualitatif. D'accord ? Donc, ils ont besoin de former leurs équipes. Moi, j'ai une société de formation au métier du tourisme, notamment, la restauration, etc., en français. Donc, en fait, je peux très bien aller me développer là-bas. Et il faut surtout qu'on aille créer des emplois plus haut de gamme, en payant bien les gens là-bas et qu'on tire le pays vers le haut, uniquement, et non pas uniquement envoyer de l'argent et ensuite annuler la dette. Moi, c'est un concept qui me perturbe. Voilà. D'accord, l'entrepreneur. Allez, pour terminer, une petite passe d'armes, enfin, limite, entre Biden et Macron. Enfin, moi, je l'ai interprété comme ça. Joe Biden qui a tweeté hier soir: dans la bataille contre la pandémie Covid-19, notre nation, sous-entendu les États-Unis, allons être l'arsenal à vaccins pour le reste du monde. Et Emmanuel Macron lui a répondu: la bataille contre le virus ne peut qu'être que globale. Nous avions appelé à partager les vaccins lors du dernier réunion du G7. Je suis ravi de voir que les États-Unis s'y mettent. Merci Joe Biden, sous-entendu, je l'avais dit avant. Ça va dans le bon sens, il faut voir le côté positif plutôt que la guéguerre. Il y a toujours ce côté un petit peu cynique américain qui est quand même de dire, maintenant qu'ils sont tous vaccinés, on est prêt à se débarrasser de nos vaccins dont on veut alors qu'ils n'ont pas exporté un seul vaccin pendant 6 mois. Zéro pour l'instant, alors que l'Union européenne, je rappelle, en a exporté 190 millions. Donc si on compte les divisions, pour l'instant, l'Europe fait nettement mieux que les États-Unis quand même. C'est toujours un peu la même chose. Globalement, la France et l'Europe est plutôt généreuse. À un moment, il faut être généreux, mais il faut savoir communiquer, quoi. Et donc, oui, c'est bien de rappeler qu'on a été généreux avant les autres. C'est pas bête. Allez, merci, on reste là-dessus. Bon déconfinement demain, bon repas, bon café en terrasse aux uns et aux autres. À vous aussi, si ça vous arrive, on arrive que là où vous êtes, il y aura un peu de soleil demain. On ne sait jamais. Merci de nous avoir écoutés. Très bonne soirée, à demain.